Alors, bonjour Armand, juste avant de commencer l'entretien, est-ce que tu peux te présenter? Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a amené à t'intéresser à ce personnage? Alors bonjour Jean-Noël, merci pour ton invitation. Alors effectivement, Henri de la Roche-Jacquelin, c'est un personnage qui me parle beaucoup, qui parle, je pense, à beaucoup de gens, encore à notre époque. Donc je m'appelle Armand Bérard, j'ai été auteur, enfin, j'écris des romans historiques. Je suis également éditeur, édite des livres aussi historiques, mais plutôt en lien avec le terroir, le patrimoine vendéen. Et quand je dis vendéen, c'est plus large, c'est la Vendée militaire, on va en parler juste après. Je fais partie également de plusieurs associations, j'ai été longtemps acteur, bénévole au Puy du Fou, depuis l'âge de 8 ans, et c'est ce qui m'a amené à découvrir la Vendée, parce que je ne suis pas du tout vendéen. Mais comme, euh, comme Simone Veil, la philosophe, je précise la philosophe, euh, je pense que tout déraciné recherche des racines. Et ces racines, je les ai découvertes en Vendée, en découvrant le Puy du Fou, en devenant Puy Follet, donc bénévole à l'âge de 8 ans. Et je me suis engagé également dans plusieurs associations. Je suis au Souvenir Vendéen, j'ai été dans une association visant à promouvoir le château de la Roche-Jacquelin, le château de la Durbelière, on va en parler également. Et je suis encore dans le milieu associatif, notamment en organisant des salons du livre en Vendée. Euh, on en parlera peut-être plus en détail après. Est-ce que tu peux nous expliquer dans quel contexte naît Henri de la Roche-Jacquelin, dans quel contexte familial? Je pense que c'est assez important pour comprendre ce que va devenir par la suite ce personnage. Donc Henri de la Roche-Jacquelin, il est né le 30 août 1772 au château de la Durbelière, dont on a parlé. La Durbelière, ça se trouve dans le nord des Deux-Sèvres. Vendée militaire, l'ancienne province du Poitou, le Bas-Poitou. Il est d'une famille noble, une famille de militaires. Son père était colonel au régiment de cavalerie du Royal Pologne. Et donc très tôt, Henri va être appelé à suivre les pas de son père. Et il est issu d'une grande famille aussi. La famille La Roche-Jacquelin, comme beaucoup de familles du Poitou, était protestante au moment des guerres de religion. Ils se sont convertis après la conversion d'Henri IV. Et d'ailleurs, Louis de la Roche-Jacquelin, un ancêtre d'Henri, a combattu avec le Vert Galant à la bataille d'Arques. Et donc, il est issu d'une famille de 7 enfants. Il a 4 sœurs, ils sont 3 garçons. On a Henri, bien sûr, Louis et Auguste. Alors, deux autres chefs qui vont faire parler d'eux dans les guerres de Vendée qui vont suivre. Et donc, 4 sœurs, Anne-Louise, Louise, Constance et Lucie. Voilà. Alors, est-ce que tu peux expliquer rapidement le contexte historique et politique de cette Révolution française, ce qui permettra de comprendre ce qu'il va faire en tant que militaire? La Révolution française, comme chacun sait, est un bouleversement à tout point de vue. Henri de la Roche-Jacquelin est plutôt, je dirais, il n'est pas hostile au début comme son père, lui-même n'était pas hostile à la Révolution. D'ailleurs, son père s'était présenté pour faire partie de la députation du Poitou, du Bas-Poitou, aux États généraux. Il n'a pas été élu, mais il était, on va dire, de tendance un peu démocrate, puisque beaucoup de nobles accueillaient favorablement la Révolution à ses débuts. Beaucoup de chefs vendéens qui ont même été acquéreurs de biens nationaux au début. Euh, Henri de la Roche-Jacquelin, lui, il a suivi des études militaires. Il était à l'école militaire de Sorèze, dans le Tarn, à côté de Toulouse. Il a été dans cette école à l'âge de 13 ans, de l'âge de 10 à 13 ans, donc 1782 à 85, et il en est ressorti donc à l'âge de 13 ans, et il était sous-lieutenant de cavalerie dans le régiment de son père, le Royal Pologne. Et donc c'est là qu'il a appris très tôt à monter à cheval, donc c'est pour ça que c'était un excellent cavalier. Chaque personne qui a combattu à ses côtés a pu le souligner. Et Henri de la Roche-Jacquelin, au moment de la Révolution, va être le seul finalement à rester en France, puisque toute sa famille va immigrer. Son père possède des plantations aux Antilles. Donc en 1792, après avoir été à Tournai et ensuite à Coblence avec les princes immigrés, son père va partir en Angleterre et de là va gagner les Antilles avec toute sa famille sous le bras, sauf un frère Auguste qui lui va rester en Angleterre. Et en fait, à ce moment-là, dans les Antilles, c'est la guerre, c'est la révolte des esclaves noirs, avec Toussaint Louverture intervient un petit peu après, mais c'est celui qui emblématise cette guerre.
Et donc la famille de la Roche-Jacquelin va être en exil à la Jamaïque, donc colonie anglaise. Et ironie de l'histoire, le père et le frère d'Henri, Louis, vont combattre sous uniforme britannique contre les révoltés noirs, de ce qui n'est pas encore Haïti, puisqu'Haïti devient indépendante en 1804. Et donc ils combattent dans l'armée anglaise, mais ils ont aussi sous leurs ordres des esclaves noirs en fait, qui sont restés fidèles à leur maître, contre promesse d'être affranchis au retour de la paix. Henri, lui, reste en France à ce moment-là. Il va rentrer dans la garde royale aux Tuileries, dans la garde constitutionnelle de Louis XVI, chargée de protéger le roi. Depuis 1789, comme j'ai dit, il y a eu un bouleversement. On est dans une monarchie constitutionnelle. Le roi Louis XVI est devenu roi des Français. Et Henri de la Roche-Jacquelin, donc, comme ses camarades, prête serment donc, au nouveau régime. Donc en 1791, il devient officier dans la garde royale aux Tuileries. Bien sûr, il sera aux premières loges le 10 août 1792, quand les révolutionnaires parisiens vont décider de mettre un terme à la monarchie en attaquant le palais des Tuileries. Alors, comment devient-il le chef des insurgés? Parce qu'il doit même pas avoir 20 ans, hein, je crois, lors de cette révolution française. Qui fait appel à lui et pourquoi? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, au moment de la prise des Tuileries, Henri il n'a pas encore 20 ans, donc effectivement il est très jeune. À ses côtés, il y a plusieurs futurs chefs vendéens qui combattent aux Tuileries. Il y a Charette, bien sûr, Marigny, d'Autichamp, également Lescure, mais Lescure n'a pas pu combattre, il a été empêché, il est arrivé un petit peu trop tard, mais il était quand même sur place. Et au moment de la prise des Tuileries, vous savez, c'est le massacre de toute la garde suisse, de tous les serviteurs du palais. Et Henri, avec son cousin, donc Lescure, arrive à s'échapper, il se cache chez un autre futur officier vendéen qui s'appelle d'Autichamp. Et ensuite, ils vont réussir à quitter Paris. Alors ça va être très compliqué parce que toutes les issues de Paris sont gardées, mais ils vont réussir à s'en sortir. Et de retour en Poitou, Henri va trouver refuge donc, chez son cousin Lescure. Et vraiment, à cette époque-là, il jure de se venger finalement, parce qu'il a échoué à protéger le roi comme il devait. Il aurait préféré mourir plutôt que de subir cette humiliation. Malheureusement pour lui, enfin, il aurait voulu trouver la mort, mais heureusement il ne l'a pas trouvé d'ailleurs. Mais il veut vraiment tirer vengeance de cet échec aux Tuileries. Donc il va passer tout l'hiver chez Lescure et il attend l'étincelle qui commencera l'insurrection, puisque l'insurrection vendéenne, elle commence dès août 92, hein, en fait. Dans l'actuel département des Deux-Sèvres, dans la région de Bressuire, il y a un premier soulèvement suite à l'attaque des Tuileries et la chute de la monarchie. Mais ce soulèvement va être très vite réprimé. On appelle ça la révolte de la Saint-Louis, puisque ça intervient autour du 25 août. Et ça va être donc, très sanglant. Il va y avoir de nombreux morts. Les républicains, les gardes nationaux, se parent de colliers d'oreilles et de nez d'insurgés qu'ils ont coupés. Donc cette région est très marquée par la répression et c'est pour ça que la région des Deux-Sèvres va se révolter un petit peu plus tard par rapport au reste de la Vendée et l'actuel Maine-et-Loire sur les bords de Loire. Mais Henri passe tout l'hiver à attendre l'étincelle qui ne vient pas, mais celle-ci intervient finalement non pas à cause de la chute de la monarchie, mais pour la conscription en février 93, le 24 février 93. La Convention décrète la levée en masse de 300 000 hommes, puisqu'ils n'ont plus assez de soldats pour défendre les frontières contre les rois coalisés de l'Europe. Et l'insurrection commence en fait autour du 12 mars à Saint-Florent-le-Vieil, avec les conscrits de Saint-Florent. Ensuite en Vendée, massacre de Machecou, donc côté Loire-Atlantique. Mais les Deux-Sèvres, là où est Henri, ça intervient en avril seulement, puisque déjà la conscription n'intervient qu'à ce moment-là. Et aussi parce qu'Henri n'est pas encore engagé dans le soulèvement, parce qu'il voit au début, il est juste spectateur, il regarde comment ça se passe, et en fait donc les Vendéens, quand on dit Vendéens, c'est le terme générique, hein, ce sont les insurgés, demandent à la Roche-Jacquelin de se mettre à leur tête, et il va donc quitter le château de Lescure, qui se trouve près de Bressuire, ça s'appelle le château de Clisson, pas de Clisson en Loire-Atlantique, mais un autre Clisson. Et donc il va quitter les terres de son cousin pour rejoindre les terres de sa famille à la Durbelière. Et là, il y a 3000 Vendéens qui l'attendent, donc des paroisses environnantes de Châtillon-sur-Sèvre. Châtillon-sur-Sèvre, c'est l'ancien nom de Mauléon.
donc Saint-Aubin-de-Bobigné, Izernay, toutes les paroisses qui sont autour, donc 3000 hommes qui demandent à Henri de se mettre à leur tête. Et à ce moment-là, il a simplement 20 ans. Et sa réaction? Au début, il est un petit peu sceptique, même si finalement c'est ce qu'il voulait, prendre part au combat pour sauver le roi, sauf que le roi est déjà mort, il a été guillotiné le 21 janvier précédent, mais son fils, Louis XVII, qui est enfermé au Temple, est aux yeux des Vendéens, mais aussi aux yeux du reste du monde, puisque le monde entier, on peut dire, toute l'Europe est coalisée contre la République. Et donc, aux yeux des royalistes et des coalisés, Louis XVII est le roi légitime. Donc Henri finit par accepter. Et là, il leur tient un discours qui est resté dans les mémoires. Et il leur dit qu'il est trop jeune pour pouvoir les commander, mais que si son père était ici, il leur inspirait plus de confiance, parce que son père était aimé des paysans. Et c'est ce qui fait en fait là, un petit peu la spécificité de la Vendée et des départements de l'Ouest. C'est que la noblesse était très attachée à la paysannerie et vice-versa. Il y avait vraiment un amour mutuel. C'était, contrairement peut-être à d'autres régions, ce qui fait que quand les paysans vendéens se sont révoltés, puisque ce sont bien des paysans au départ, ce sont ni les nobles ni les prêtres qui se sont révoltés, ce sont bien les paysans par refus d'accepter d'aller se battre aux frontières, ils sont allés chercher des nobles, ceux qui connaissaient la guerre, l'art de la guerre, puisqu'au début les premiers chefs c'était des roturiers, Stofflet, mais lui c'était quand même un militaire, et Catlino, donc le colporteur bien connu du pain aux Mauges. Mais très vite, donc les nobles ont été mis à contribution par leur connaissance justement de la guerre. Bonchamp, Delbé, Charette et aussi Henri de la Rochejaclin. Et à partir de ce moment-là, les insurgés vont se mettre en route et va se dérouler un certain nombre de batailles, des plus petites, des grandes. Et parmi toutes ces batailles importantes des guerres de Vendée, est-ce que tu peux en retenir deux, trois parmi elles? Alors Henri a combattu pendant 9 mois, c'est une période très courte, mais il a servi dans beaucoup de... Il a participé à beaucoup de combats, énormément de combats, mais s'il fallait en retenir que 3, je dirais le premier, celui des Aubiers, parce qu'on est le 13 avril 1793 quand les paysans vont chercher Henri à la Durbelière, et donc il les emmène aux Aubiers, qui est un petit village à côté, où il y a 3000 gardes nationaux qui sont là. Et le but, c'est d'encercler l'armée vendéenne, qui à ce moment-là, elle est vraiment acculée sur la Sèvre. Elle a été battue à Chemillé, enfin c'est une bataille indécise, mais suite à cette bataille, les Vendéens sont repliés, donc dans la région de Tiffauges, sur les bords de Sèvres. Et Henri, en fait, prend à revers l'armée républicaine, donc en attaquant les républicains, commandés par un local qui s'appelle Quétineau, Pierre Quétineau. Donc il surprend les républicains aux Aubiers. Et c'est avant cette bataille donc qu'il dit, donc en quittant la Durbelière, qu'il dit la fameuse harangue si j'avance, suivez-moi, si je recule, tuez-moi, si je meurs, vengez-moi. Et donc courons à l'ennemi. Et donc il déboule sur les républicains qui n'ont pas le temps de comprendre ce qui se passe. Et donc il détale. Et suite à ça, Henri a des armes, des munitions, des vivres. Et il peut aller à Tiffauges donc, pour sauver l'armée vendéenne, puisque, comme je disais, l'armée vendéenne à ce moment-là était menacée d'encerclement. Et donc on peut dire qu'il sauve un petit peu l'insurrection, en tout cas dans la partie du bocage, puisque Charette lui combat à un autre endroit, dans le Marais. On peut dire que dès ses débuts, Henri est un petit peu vu comme l'homme providentiel, puisqu'il sauve l'insurrection de l'anéantissement complet. Après, si je dois citer deux autres combats, il y a celui de Thouars, le 5 mai 1793. Il est connu parce qu'on a cette gravure où Henri monte sur les épaules d'un de ses lieutenants, qui s'appelle Texier, de la paroisse de Courlay. Henri va monter sur ses épaules et avec un fusil, à la crosse d'un fusil, il essaie de taper contre le mur pour faire une brèche. Le fusil se casse entre ses mains, mais c'est pas grave, il continue à la main pour ouvrir une brèche. Et donc il y a une gravure qui immortalise ça. Et on peut d'ailleurs encore voir l'endroit où cette brèche a été percée, donc dans les murs de Thouars. Et donc Henri, ce combat, mène vraiment un rôle décisif. Il a un rôle décisif lors de cette bataille. Une autre bataille qui suit juste après, c'est celle de Saumur, 9 juin 1793. À ce moment-là, la Convention tremble, puisque les Vendéens ont pris Saumur. C'est vraiment une place forte qui commande la Loire entre Nantes et Tours. Donc à ce moment-là, tout le monde s'attend à ce que les Vendéens continuent vers Paris. Et c'est ce qui devait se faire d'ailleurs. Henri était partisan d'aller sur Paris, mais finalement les Vendéens, après
plusieurs tergiversations vont plutôt rétrograder et descendre la Loire pour aller sur Nantes. Et comme chacun sait, Nantes va être un échec, mais de peu, puisque les Vendéens avaient pris la ville au départ, qu'il n'y avait plus que le centre qui était qui était défendu par les Républicains. Et c'est au moment de cet assaut que Catilino va être blessé à mort, et à la vue donc de leur chef bien-aimé, qu'on appelait le Saint de l'Anjou, à la vue de leur chef bien-aimé à terre, les Vendéens ne vont pas réfléchir et vont battre en retraite. Parce que c'est bien ça la spécificité des guerres de Vendée, c'est qu'on a des simples paysans en sabots, avec des fourches, qui sont très braves, mais qui sont aussi très craintifs. Il suffit que leur chef parte en avant, ils suivent, sans réfléchir, mais s'ils voient un de leurs chefs blessé, ils vont battre en retraite. Et ça a coûté de nombreuses batailles, ça fait perdre de nombreux combats aux Vendéens, comme à Luçon notamment, où les Vendéens avaient d'abord l'avantage, mais ils vont battre en retraite. Alors que ça n'a pas vraiment de logique sur le plan militaire, mais c'est que les Vendéens réagissent vraiment à l'émotionnel, et ils suivent leur chef. Comment devient-il généralissime dans un moment où on a l'impression que tout est perdu? Dans quel contexte ça arrive? Parce qu'il faut préciser qu'au début de l'insurrection, Henri de la Rochejaclin est un chef parmi d'autres. Le généralissime, c'est Catilino, celui qui est au-dessus. Après la bataille de Saumur, le 12 juin, les chefs vendéens rassemblés élisent Catilino. Donc c'est un symbole fort, puisque Catilino, c'est un roturier, c'est un homme du peuple, alors que l'armée républicaine, à ce moment-là, est commandée par des nobles. Donc ça renverse un petit peu le paradigme, le peuple révolutionnaire contre les aristocrates royalistes. Non, c'était complètement différent. Et bon, Catilino ne va pas rester généralissime très longtemps, puisque 15 jours après, il est blessé à mort. Il va mourir le 14 juillet, ça ne s'invente pas, à Saint-Florent-le-Vieil. Et donc c'est Delbé qui va le remplacer. Il va y avoir des combats durant l'été, échec de Luçon notamment. Mais en septembre, les choses graves commencent à arriver. Une situation critique s'installe, puisque l'armée de Mayence, l'armée des Mayençais, est envoyée sur la Vendée. Alors l'armée des Mayençais, c'est donc une armée républicaine, qui fait partie de l'armée du Nord, qui combat les Prussiens, et qui a tenu héroïquement contre les Austro-Prussiens à Mayence, donc en Allemagne. Et en fait, ils ont capitulé face aux Alliés, après une héroïque résistance, et la condition, c'était de ne plus servir contre les armées coalisées. Qu'à cela ne tienne, la Convention va envoyer les Mayençais sur la Vendée. Et ils sont réputés être la meilleure armée d'Europe, donc du monde. Donc ils arrivent à Nantes, et il va y avoir le premier combat contre les Mayençais le 19 septembre à Torfou, avec l'avant-garde de Mayence qui est commandée par un certain Kléber, Jean-Baptiste Kléber, très connu. La Rochejaclin n'était pas à ce combat non plus de Torfou, puisqu'il avait été blessé à un combat précédent à côté de Chantonnay, au camp des Roches. Mais donc les Vendéens sont victorieux contre ce premier combat, mais les Mayençais vont revenir plus nombreux un mois plus tard, à Cholet, le 17 octobre. Et là, ça va être l'échec. Henri était de ce combat, mais c'est vraiment une bataille décisive, puisque les Vendéens sont chassés de Cholet et ils partent vers la Loire. On a plusieurs chefs, Lescure qui est blessé gravement, qui va mourir quelques jours plus tard. Delbé, lui aussi blessé, va être emmené à Noirmoutier en convalescence. Et Bonchamp, lui, va mourir dans la nuit qui suit, après avoir gracié 5000 prisonniers républicains. Parce que c'est ça aussi un caractère des guerres de Vendée, c'est que la plupart du temps, les Vendéens gracient leurs prisonniers, parce que les Vendéens sont avant tout des chrétiens, des catholiques. Et même s'ils ont envie de se venger des massacres qui ont pu être commis, parce que les massacres n'attendent pas les colonnes infernales, ça commence dès le début, et les Vendéens sont des chrétiens, donc ils pardonnent à leurs ennemis, et ça va leur coûter sur le plan militaire, puisque à de nombreuses reprises, à Fontenay par exemple, ils gracient 4000 républicains, 5000 républicains à Saint-Florent, et à ce moment-là, il n'y a plus de chef, on ne sait pas qui élire. Les autres officiers voudraient désigner Lescure, mais comme je l'ai dit, il est blessé gravement, et c'est lui qui convainc les autres officiers de désigner Henri. Henri, au début, refuse, parce qu'il a tout juste 21 ans, et il se retrouve généralissime de l'armée catholique et royale, qui à ce moment-là compte à peu près 80 000 hommes, mais aussi des femmes, des enfants, des vieillards, des blessés. Donc 80 000 personnes, au bas mot, qui n'ont plus rien, qui sont acculées sur la Loire, et tout est possible pour eux. Soit ils vont sur Paris, soit ils essaient de reprendre Nantes. Donc ils vont hésiter, mais ils vont partir vers le nord, puisqu'il y a un des officiers qui commande la cavalerie qui s'appelle le prince de Talmont,
qui va convaincre le reste de l'armée vendéenne de marcher vers la Normandie pour attendre l'aide des Anglais qui préparent une flotte à ce moment-là à Jersey. Et donc, comment va se terminer cette vie incroyable, cette vie héroïque d'Henri de La Rochejacquelin? La virée de Galerne va être très dure pour lui et comme bien sûr pour tous ceux qui l'ont vécu, un véritable cauchemar puisque c'est encore un enfant finalement Henri et qui se trouve plongé dans la sauvagerie de cette virée de Galerne qui au début commence bien puisque les Vendéens prennent les villes les unes après les autres parce que les gardes nationaux s'enfuient à la vue des Vendéens. Donc ils marchent d'abord sur Château-Gontier, sur Laval. Ensuite, ils se dirigent vers la Bretagne puisque le but premier c'était de prendre Rennes qui aurait été facilement prise, puisqu'il n'y avait pas de force suffisante pour défendre la ville. Le combat d'Entrammes, peu après la prise de Laval, Entrammes, c'est un combat vraiment très important. La Rochejacquelin est au premier rang, puisque c'est à ce combat que les Mayenzais, qui sont encore présents, qui vont poursuivre les Vendéens, vont être complètement écrasés, complètement laminés. Donc c'est la fin de l'armée de Mayence et tous les survivants vont être réintégrés dans différentes armées républicaines. Donc c'est un combat très important, 26 octobre, où de simples paysans en sabots finalement détruisent complètement les Mayenzais. Une fois arrivés en Bretagne, après avoir pris Dole, ils vont d'abord se diriger sur Saint-Malo, dans l'idée de prendre la ville, sauf que Saint-Malo a des remparts trop bien défendus, et les Vendéens n'ont pas de matériel de siège. Ils rencontrent un déserteur républicain qui fait partie du génie et qui les oriente sur Granville, en Normandie. Donc il leur laisse penser que la ville est moins bien défendue. Or, elle est quand même imprenable pour les Vendéens qui n'ont aucun matériel de siège, ils n'ont pas d'échelle. Donc ils vont échouer à prendre Granville. Mais La Rochejacquelin, lui, serait plutôt partisan d'attendre l'arrivée des Anglais, puisqu'il y a une flotte à ce moment-là qui est à Jersey, commandée par Lord Moira. Mais en fait, à partir de ce moment-là, Monsieur Henri n'est plus obéi de ses hommes, puisque ces hommes n'ont plus qu'une seule idée, c'est de regagner leur pays. Puisque les Vendéens ont quitté la Vendée par force suite à l'échec de Cholet, mais ils n'attendent qu'une occasion pour revenir sur leur terre. Ce sont des gens, il faut s'imaginer, qui n'ont jamais quitté leur village la plupart du temps. Donc ils crient tous à la Loire, et c'est impossible de les raisonner. Monsieur Henri, avec une poignée de fidèles, va essayer de continuer vers Caen. C'était son but de prendre Caen et ensuite marcher sur Paris. Il va se diriger vers le village de Villedieu-les-Poêles. Il va échouer à prendre la ville, parce qu'il y a une résistance des civils, des habitants. Mais après, ils se rendent, mais en fait, Henri est obligé de rétrograder puisqu'il n'est pas soutenu par le reste de l'armée. Et il est obligé donc de suivre ses soldats, donc qui repartent vers le chemin de l'Allée, qui retournent vers Laval. Ensuite, ils vont se diriger vers Angers. Henri était conseillé de ne pas attaquer Angers parce que là aussi c'était une ville trop bien défendue, mais les Vendéens n'ont rien voulu écouter et ils vont échouer à Angers. Et, les Républicains leur interdisent de repasser la Loire. Donc du coup, ils vont errer, reprendre la route de Paris et ils vont se diriger vers Le Mans. Ils prennent la ville du Mans. Mais à ce moment-là, les Républicains, qui sont toujours présents, l'armée républicaine, va les encercler. Et ça va être le début d'un massacre, les 12 et 13 décembre, avec les Républicains commandés par Westermann, notamment, celui qu'on appelle le boucher de la Vendée, Marceau, Kléber. Ils vont tous être là pour donc la bataille finale, alors qui n'est pas vraiment une bataille finale, mais il y a plus de 15 000 Vendéens qui sont massacrés. Les survivants arrivent à s'échapper, avec Monsieur Henri, Stofflet, Marigny, et ils vont se diriger vers Ancenis. Ils vont remonter vers Laval pour ensuite redescendre vers Ancenis, toujours dans l'optique de passer la Loire. Et il n'y a qu'une poignée de Vendéens qui arrivent à la repasser, dont Henri et Stofflet. Et les autres Vendéens vont continuer leur calvaire en allant au nord de Nantes, à Blain, et après terminer leur épopée dans les marais de Savenay. Et lui, Henri, après beaucoup de mésaventures, va réussir à regagner le pays insurgé, et il va être tué au cours d'une embuscade. Donc là, je peux en parler un peu en détail. Là, c'est le combat de Noyers, près de Cholet. Depuis le 21 janvier 1794, un an jour pour jour après la mort du roi, la Convention a envoyé sur le pays insurgé 12 colonnes incendiaires dans le but de faire de la Vendée. Quand je dis la Vendée, c'est toujours la Vendée militaire, donc c'est 4 départements, Loire-Atlantique, Deux-Sèvres, Maine-et-Loire et Vendée. Le but, c'est de faire du pays insurgé un vaste cimetière national. Et donc beaucoup de massacres sont commis à ce moment-là.
Et Henri, avec une poignée d'hommes, va essayer de résister dans la région de Cholet, dans la forêt de Vezin, ça va être son quartier général. Et on lui apprend, donc au matin du 28 janvier, qu'une colonne quitte Cholet pour se diriger vers le bourg de Noyer. Il prend cette colonne en embuscade, les républicains s'enfuient, mais il va poursuivre deux grenadiers qui sont en train de s'échapper à travers les champs. Et Monsieur Henri donc galope à la suite d'un grenadier, d'un de ses grenadiers, et dit rends-toi et je te laisse la vie. Et il lui dit cette phrase qui a été immortalisée dans un des vitraux qu'on peut voir au Pain en Mauges. On voit donc cette scène où Monsieur Henri, qui a le bras en écharpe parce qu'à un combat il avait été blessé, il maîtrise d'une main son agresseur, et il y a marqué cette phrase fabuleuse en dessous, c'est « Mon parti me commandait de te tuer, mais ma religion me commande de te pardonner ». Et donc en fait c'est comme ça qu'il est tué, puisqu'il fait grâce au républicain qui est face à lui, parce que dans un premier temps le républicain baisse son fusil, puisque Henri lui dit qu'il lui fait grâce, qu'il lui laisse la vie. Sauf qu'il y a ces hommes qui accourent de toutes parts en criant Monsieur Henri, Monsieur Henri. Et Monsieur Henri, bien sûr, est connu parmi les républicains, puisque combien de batailles il a mis l'armée républicaine en échec, et c'était un petit peu un pari chez les républicains de tuer Monsieur Henri, surtout qu'il était méconnaissable par un mouchoir qu'il portait autour de la tête. Et donc le grenadier, comprenant qu'il a face à lui le fameux Monsieur Henri, n'hésite plus et il met en joue Henri, et il le tire à bout portant. Il reçoit une balle entre les deux yeux, il meurt sur le coup. Et les Vendéens, bien sûr, sont tellement sous choc. Le grenadier qui aurait pu avoir la vie sauve est massacré sur place, et Henri est enterré, nu, avec son agresseur, après avoir eu le visage sabré, puisque Stofflet, qui était son lieutenant et son meilleur ami aussi, avait commandé qu'on lui sabre le visage, puisque la tête de Monsieur Henri était mise à prix, et la Convention réclamait sa tête. Donc le but, c'était de ne pas identifier Henri, et c'est pour ça qu'il va être enterré pêle-mêle avec son agresseur, sur place. Waouh. Alors, qu'est-ce qui reste aujourd'hui dans les mémoires collectives, auprès des plus anciens, auprès des Vendéens, mais pas que, auprès des plus jeunes aussi, d'une telle vie aussi incroyable? La postérité d'Henri a été très grande, surtout au XIXe siècle, puisqu'à cette époque, la Vendée vivait vraiment dans le souvenir de la Grande Guerre, ce qu'on appelle la Grande Guerre en 1793. Il y a la Restauration qui survient à partir de 1814-1815. Henri va être déterré, va être inhumé après être passé par Cholet, il va être inhumé dans l'église paroissiale de Saint-Thomas de Bobigné, où est toute sa famille. Et il y a un véritable culte à ce moment-là pour les héros de 93 qui se développe. Donc Louis XVIII est revenu sur le trône, il y a toute une série de portraits qui est commandée à des grands peintres de l'époque, dont la peinture très connue de Monsieur Henri, où on le voit brandissant son pistolet, donc peint par Pierre-Narcisse Guérin. Et finalement, le tableau est peut-être même plus connu que le personnage en lui-même, puisque dès qu'on parle de guerre de Vendée, dès qu'on parle de contre-révolution, c'est l'image qui nous vient à l'esprit, qui vient à l'esprit de beaucoup de gens. Donc il y a vraiment une mémoire qui se développe autour de Henri en particulier, parce que c'est l'un des chefs les plus jeunes. Il y en avait des plus jeunes encore, dont le chevalier de Mondion, qui était un de ses officiers, qui avait 14 ans seulement. Mais il est un des plus emblématiques par sa jeunesse, par sa fougue, son ardeur, sa chevelure blonde. C'est pour ça qu'on l'appelle l'archange de la Vendée, l'archange vendéen. Donc il a 21 ans seulement quand il est tué. Il y a beaucoup de livres qui ont été publiés, qui ont entretenu cette mémoire. L'ouvrage le plus connu, c'est celui de la marquise de la Roche-Jacquelin, qui a écrit ce livre dans les années 1800, qu'il a publié en 1814. Alors la marquise de la Roche-Jacquelin, c'est sa belle-sœur. Elle a épousé Louis de la Roche-Jacquelin, après avoir été la veuve de Lescure. Donc c'est pour ça que ça s'appelle marquise de la Roche-Jacquelin. Donc en fait, ce livre va vraiment faire connaître les guerres de Vendée à travers toute l'Europe, des cours souveraines bien essentiellement, pas forcément le peuple, mais dans les cours souveraines, les guerres de Vendée sont connues de l'Europe entière. À tel titre qu'en 1817, quand Monsieur Henri a été inhumé dans son caveau familial, il y a des officiers prussiens, puisqu'à ce moment-là, la France est occupée par les Alliés, et il y a des officiers prussiens qui ont lu les mémoires de la marquise et qui vont offrir à la marquise et à son fils des candélabres en marbre
qui sont des répliques du tombeau de la reine Louise, la reine Louise de Prusse à Charlottenburg, encore en Allemagne. Donc ce sont des répliques en hommage, donc, du coup, à l'héroïsme des Vendéens, parce qu'ils ont été subjugués par leur courage, les Prussiens ont été subjugués par leur courage en lisant les mémoires. Mais ils vont également offrir au fils de la marquise, qui s'appelle Henri aussi, c'est pas un hasard, parce que la marquise est, comment on pourrait dire, avait vraiment une immense admiration pour son beau-frère posthume. Et donc elle appelle un de ses fils Henri, et Henri va recevoir de la main des Prussiens une magnifique épée en or qui célèbre en fait les victoires de Monsieur Henri, puisque tous les noms des batailles sont inscrits sur la lame de l'épée. Et on a le pommeau recouvert de fleurs de lys, avec d'un côté une Jeanne d'Arc, de l'autre on a un Saint-Louis. Enfin, c'est vraiment une épée qui rend hommage à la légitimité. Et le fait que ça vienne de Prussiens, c'est drôle aussi. Ça montre qu'ils peuvent aussi être capables d'émotions. 2-3 livres que tu conseillerais pour découvrir sa vie? Alors bien sûr, les mémoires de la marquise de la Roche-Jacquelin, je pense qu'il est incontournable. Je ne parle pas bien sûr que de Monsieur Henri, mais de toutes les guerres de Vendée. C'est l'un des premiers ouvrages qui a été publié sur le sujet. Un que j'ai beaucoup apprécié, c'est celui du baron de la Touche d'Avrigny, qui a été écrit dans les années 50. Et c'est vraiment un historien qui s'est intéressé à fond donc, sur la famille de la Roche-Jacquelin. Ça s'appelle Messieurs de la Roche-Jacquelin. Ça traite des 3 frères Henri, donc, qui occupe la majorité du livre. En quoi le personnage d'Henri de la Roche-Jacquelin peut intéresser nos contemporains aujourd'hui, là, au XXIe siècle? Parce que c'est une figure d'héroïsme, de panache. Donc, à l'image de Cyrano, déjà, par son âge, il est digne d'admiration. Par tout ce qu'il a pu réaliser, Napoléon disait même de lui, dans ses mémoires au général comte de Montholon, il disait il avait 21 ans seulement, qui sait ce qu'il serait devenu. Donc il y a une admiration pour la Roche-Jacquelin finalement qui dépasse le clivage politique, royaliste, républicain, bonapartiste. Puisqu'on a même Jules Simon, qui était un homme politique du 19e, très républicain, qui disait lui-même que si pour tout royaliste, Henri de la Roche-Jacquelin est un martyr, pour tout cœur français, c'est un héros. Donc l'admiration de la Roche-Jacquelin, à mon avis, transcende le clivage politique et est vraiment digne d'admiration, puisqu'on voit un jeune homme qui se trouve dans la tourmente révolutionnaire et avec le contexte, en fait, il se trouve général d'une armée en sabots. Il se retrouve à commander des civils, des blessés, des femmes, des enfants à seulement 21 ans, et il réussit à battre l'armée républicaine à de nombreuses reprises, alors qu'il a tout contre lui, et il réussit finalement quand même non pas à mener à la victoire ses hommes, mais il réussit quand même à tenir tête pendant de longues semaines à l'armée républicaine. Alors maintenant, on va parler un petit peu plus de ton avenir littéraire. Est-ce qu'il y a des livres en cours, des ouvrages en cours sur cette période ou même sur ce personnage? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Depuis l'enfance, j'admire La Roche-Jacquelin. J'ai découvert son château, qui s'appelle le château de la Durbelière, comme je l'ai dit, et ça m'a inspiré une saga romanesque, parce que depuis tout petit, j'aime lire, j'aime écrire, et à l'âge de 19 ans, j'ai commencé à écrire une saga romanesque sur les lieux, pas forcément sur la Roche-Jacquelin, même s'il apparaît, mais c'est pour parler de l'histoire d'une famille, la famille d'Aurortais, qui en fait possédait le château historiquement avant les La Roche-Jacquelin, et donc il y a une part un petit peu du chrony, mais qui est quand même ancrée dans l'histoire vendéenne, où on suit en fait cette famille, donc d'abord au 18e, dans les dernières années d'Ancien Régime, et ensuite à travers la Révolution, jusqu'à la Terreur, avec les colonnes infernales. Donc ça s'appelle Le roman de la Durbelière, et j'ai fait 4 tomes, j'ai commis 4 tomes sur cette histoire. Donc ça, c'est ce qui te concerne en tant qu'auteur, mais je sais que tu édites aussi d'autres auteurs au sein de ta maison d'édition. Est-ce que tu peux nous parler des différents ouvrages en cours? Donc effectivement, au moment de publier mon premier roman de la Durbelière en 2017, j'ai créé une maison d'édition. En premier temps, c'était simplement pour faire paraître mes livres. Et puis il y a eu le bouche à oreille. D'abord, un ami m'a proposé d'éditer un livre qu'il avait dans le tiroir depuis un moment, mais donc en fait j'ai lu son manuscrit. Je trouvais vraiment dommage qu'il ne soit pas publié. Chacun sait la difficulté de se faire éditer à notre époque.
Et donc en fait j'ai édité son livre et son livre a bien marché en Vendée, en Deux-Sèvres, donc dans la Vendée militaire. Et ensuite une autre personne m'a demandé, une autre encore, et donc j'édite voilà maintenant plusieurs, j'ai édité une dizaine de livres sur donc en fait c'est plutôt des romans historiques, mais pas seulement. Ça peut être des livres d'histoire, des livres en lien avec le patrimoine et le terroir vendéen, mais toujours quand même axé histoire et patrimoine. Donc les prochaines parutions, il y en a plusieurs, euh, notamment une biographie d'un chef vendéen qui s'appelle, un officier vendéen très méconnu qui s'appelle La Salmonière. C'est un historien passionné de Garde-Vendée qui vit en région parisienne qui a commis cette biographie. Également une saga sur les Gardes-Vendée qui a déjà été publiée par le passé, qui avait bien marché et qu'on me propose de rééditer avec ma maison d'édition. Donc Marie-Jeanne la Vendéenne s'appelle, et donc le premier tome sera publié vraisemblablement dans l'été. Et à titre personnel, j'ai également un projet sur la Roche-Jacquelin, mais pas sur Henri, sur Auguste, dont j'ai parlé tout à l'heure, puisque c'est pour parler de ce personnage qui a une vie vraiment romanesque au XIXe siècle. Et il n'y a jamais eu jusqu'à présent d'ouvrage sur ce personnage qui mérite pourtant qu'on s'y intéresse. Donc des salons effectivement l'an dernier au château de la Gerbelière, puisqu'une association s'est créée pour promouvoir ce site emblématique que j'incite vos téléspectateurs à découvrir. Une association s'est créée et l'an dernier avec cette association on a organisé un salon du livre pour les journées du patrimoine, donc qui a bien marché pour une première édition puisqu'on est au milieu de nulle part en pleine campagne. On a eu 800 visiteurs sur le week-end malgré une météo qui n'était pas forcément favorable, avec beaucoup d'auteurs vendéens, mais pas seulement, donc, qui étaient présents. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire une deuxième édition là, cette année, mais sur un principe de salon itinérant, en fait, en changeant de lieu, parce qu'en Vendée et dans la région alentour, on a quand même un beau patrimoine qu'on voudrait mettre en valeur par le livre. Donc cette année, ce salon aura lieu les 19 et 20 septembre 2020 au château de la Flosselière, c'est tout près du Puy du Fou. Donc voilà. Et pour terminer, où est-ce qu'on peut retrouver les actualités de ta maison d'édition, mais aussi les ouvrages, où est-ce qu'on peut se les procurer? Alors les livres, on peut déjà les trouver sur le site de la maison d'édition, donc qui s'appelle le Lycée Lelin Édition. On peut trouver aussi les livres en librairie, plutôt donc dans l'Ouest, plutôt dans les librairies de l'Ouest, en Vendée, département limitrophe. Mais on peut également les commander aussi directement chez son libraire habituel. Alors la liste des libraires est à retrouver sur ton site. Sur le site, voilà. Eh bien, merci beaucoup Armand. Merci Jean-Noël pour l'invitation.